Bon, chers élèves, seconde heure. Donc, là, on va rentrer dans un détail plus grand et en même temps une simplification de cette technique de l'écoute active. Donc, on a vu dans la première heure qu'il y avait un stade 1 de l'écoute active, qui était l'envoi que d'abord, il y avait des conditions. Le climat, la confiance, la suspension de ce qu'on croit savoir et l'impatience. Ça, ce sont les conditions. Puis en mental. Et puis après, dans l'acte d'écouter, il y avait ce premier stade qui était d'envoyer des accusés de réception assez sobres, mais qui montrent à l'autre que vous êtes toujours là. Des confirmations, en fait. C'est le stade de la confirmation. Je te confirme que je t'écoute attentivement. Et je te le reconfirme, et je te le reconfirme régulièrement. Je suis là, je suis comme une... Je suis là. Et c'est le premier stade de l'activité, d'une écoute active. Mais évidemment, ça ne peut pas se limiter à ça. Le deuxième stade, en fait, s'appelle la reformulation. Qu'est-ce que c'est la reformulation? Vous allez me dire, mais quoi? L'autre parle, et puis quand il a fini de parler, je parle. Non. Non, vous serez toujours à temps de parler. On se détend. L'autre vous parle. Il vous dit quelque chose. Vous l'avez bien écouté, vraiment, sincèrement. Vous lui avez envoyé des confirmations régulières du fait que vous l'écoutiez attentivement. Donc, vous avez déjà pratiqué le stade 1 de l'écoute active. Mais le stade 2, c'est reformuler ce qu'il a dit. Donc, s'il a dit des choses, donc une fois qu'il s'arrête, voilà, il vous a dit ce qu'il avait à vous dire. Si vous voulez m'en croire, l'écoute active consiste non pas à répondre et à dire ce que vous avez à dire, mais à reprendre ce que la personne a dit pour lui demander, pour reformuler et pour lui demander, cette fois-ci, qu'elle confirme qu'elle a bien dit ça. Donc, si quelqu'un vous a dit « Ah, putain, la bouffe chinoise, ça me fait gerber. » Puis, je sais pas, brodez là-dessus. Je fais un exemple à la con, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, vous l'avez bien écouté, pendant qu'elle disait ça, voilà, elle vous racontait qu'elle était allée dans un truc et qu'elle était tombée malade, etc. Et là, vous avez, par vos yeux, par les confirmations et tout, pendant un quart d'heure, vous avez écouté son histoire de gastro. Bon. Elle s'arrête. Soit vous enchaînez sur moi aussi ça me fait gerber, ou moi c'est pas la bouffe chinoise, c'est la bouffe indienne et tout ça, etc. Mais c'est pas ce dont je suis en train de vous parler. Si vous voulez vraiment écouter la personne, au stade 2 de l'écoute active, vous allez dire ça. Vous allez lui dire, donc ce que tu dis, c'est que en fait, chaque fois que tu as mangé de la nourriture chinoise, tu as été malade et que absolument tout, tu détestes absolument tous les plats chinois. Parce que la personne était énervée, quoi. Elle sortait de sa gastro, elle était, vous voyez, on a tous notre truc connerie à certains moments, quoi. Et là, la personne, il y a de grandes chances qu'elle vous dise, ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, il m'est arrivé de faire de superbes repas. Non, puis je sais pas, moi j'adore les travers de porc au caramel. Je vendrais ma mère pour du canard laqué. Mais le restaurant dont je te parlais et tout ça, et cette soirée est atroce, et après j'ai vomi, gna gna gna. Et là, vous vous rendez compte que, pourtant, ce qu'elle a dit, en fait, c'est vraiment cette phrase-là. Putain, la bouffe chinoise, c'est de la merde, ça m'a rendu malade. J'étais avec des amis et tout ça. Donc si vous regardez la lettre de ce que cette personne a dit, c'est qu'elle détestait toute la bouffe chinoise, en fait. Et donc, vous l'avez bien écouté. Et c'est ce qu'elle a dit. Qu'elle détestait la bouffe chinoise, en fait. Que c'était à gerber. Si vous enchaînez derrière, vous êtes persuadé que cette personne a dit quelque chose qu'elle a dit, mais qui n'était pas ce qu'elle pensait. Et si vous l'écoutez bien, c'est-à-dire que vous reformulez ce qu'elle a dit, pour lui faire entendre à elle ce qu'elle vient de dire. La personne va préciser, va dire non.
C'est pas ce que je voulais dire en fait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écouter quelqu'un, c'est lui permettre de préciser, écouter quelqu'un, c'est lui permettre d'exprimer ce qu'il n'a pas exprimé. Quand on écoute bien quelqu'un, on l'aide à dire ce qu'il a à dire. Vous voyez, c'est un retournement total des habitudes de conversation courantes. En termes de philosophie de la conversation, on est complètement ailleurs. Et c'est parce qu'on est ailleurs qu'on devient meilleur que tout le monde, en fait. Et, petit détour, hein, si vous savez écouter comme ça, les gens vous chériront, vous chercheront, vous parleront, vous confieront des secrets, des idées. Vous deviendrez, pourquoi? Parce que quelqu'un qui sait écouter, qui sait bien écouter, c'est comme quelqu'un qui parle très très bien. Quelqu'un qui parle très bien, on l'écoute. Sa façon de parler, le rythme, le vocabulaire, les exemples, un peu d'humour et tout ça, on l'écoute, tout le monde l'écoute. Quelqu'un qui ne sait pas parler, mais qui sait très bien écouter, comme ce que je suis en train de vous décrire, on lui parle. On lui parle. Alors je m'adresse ici à tous ceux qui sont un peu pas... qui, dans l'activité de parler, ne sont pas nécessairement des cadors naturellement. Tout le monde peut le devenir, mais naturellement. Et je tiens à leur dire ceci. Vous avez un boulevard. Vous pouvez devenir des gens que tout le monde se dispute, dont tout le monde se dispute la compagnie, sans dire un mot, enfin, sans savoir vraiment parler. Si vous savez écouter, si vous devenez des Jedi de l'écoute, comme je vous le décris là, vous serez submergé d'amis, submergé, et vous aurez une connaissance en fait de la nature humaine. Des secrets arriveront jusqu'à vous, des informations dans les entreprises, dans la vie, de partout. C'est un pouvoir immense en fait. Voilà. Il faut que vous sortiez de la tête qu'écouter c'est passif. Écouter c'est actif. Donc on revient au stade 2, la reformulation de ce que l'autre a dit. Donc l'autre a parlé et on a reformulé devant lui ce qu'il vient de dire. Et là, d'un seul coup, il dit non, 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 tu as mal compris. C'était pourtant ce qu'il avait dit. Mais il vous précise. Et il y a une zone d'ombre, il s'est mal exprimé. C'était un jugement trop à l'emporte-pièce, quoi, parce qu'il était encore sur les restes de sa gastro. Ça arrive, quoi, de dire des conneries, quoi. Et il précise, non, 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 il y a ça, ça, ça et ça, j'aime dans la cuisine chinoise. Et puis non, non, j'aimais beaucoup, mais c'est ce restaurant et ce restaurant-là, je suis tombé sur 2 mauvais restaurants à la suite, quoi, c'est pour ça. Mais par contre, quand j'étais en stage en Chine, c'était extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Donc vous voyez bien qu'en dehors du fait que du coup, que jamais cette personne ne vous aurait donné un avis aussi complexe et précisé si vous n'aviez pas reformulé devant la personne ce qu'elle venait de dire, si vous n'aviez pas été un miroir. Donc, le stade de la reformulation, quand on écoute, quand on a fini d'écouter, on ne répond pas. On fait écho. On montre un miroir à la personne, on dit voilà ce que moi j'ai reçu. C'est peut-être pas ce que tu as dit. Quelquefois on reformule, on s'est trompé. La personne dit non, mais j'entendais pas ce terme dans ce sens-là. Je voulais pas dire ce mot, pour moi, il n'a pas ce sens-là. Et donc, attention, la reformulation, elle se refait. C'est-à-dire que la personne vous dit, je reprends mon exemple pourri, et là vous lui dites, ah, donc ce que tu dis en fait, c'est que tu as eu 2 mauvaises expériences de suite dans des restaurants chinois où c'était dégueulasse et où tu as eu une énorme gastro, mais qu'il t'est arrivé plein de fois, mais principalement en Chine, de manger, de faire des repas somptueux de cuisine chinoise, et tu adores les travers de porc au caramel et le canard laqué. Et la personne va vous dire, oui c'est ça, mais bon, attention, hein, j'ai aussi fait de très bons repas
France, dans le 13e, là, tu devrais aller voir Masséna 13, en plus on peut danser et tout ça, et là, celui-là, c'est un très bon restaurant. Et hop, vous voyez, vous avez reformulé une deuxième fois ce qu'il a dit, et il vous rajoute que ça lui arrivait aussi de faire de très très bons repas, et en plus il pouvait danser dans tel restaurant chinois, et il vous file une adresse d'un super restaurant chinois. Enfin, il vous file, c'est pas lui, c'est moi. Un plan drague en or. Vous devez traverser un supermarché dans une sorte de centre commercial, c'est ouvert la nuit à 9 heures, c'est complètement space, bien glauque, et puis vous arrivez au Masséna 13. Et là, il y a plein de Chinois plutôt âgés qui dansent au milieu de la piste, il y a les tables autour, et on peut manger, c'est sublime. Bon, c'est un peu cher, hein, attention, hein, c'est pas du chinois à 6 euros le plat, hein, c'est plutôt du chinois à 13-14 euros le plat, mais c'est extraordinaire. Vous serez tranquille, vous croiserez personne qui vous emmerde, puisqu'il n'y a que des Chinois vraiment chinois. Ce sera très original. Vous pourrez danser avec votre date, garçon ou fille. Un plan en or, pas trop cher. Mais bon, je dis pas trop cher. Pas trop cher pour moi. Pour vous, voilà. Faut compter 25-30 euros par personne, donc un peu cher quand même. Hein. Mais attention, la grosse soirée. Hein. Là, vous serez le premier ou la première à sortir ça de votre poche. Ça n'a rien à voir avec la conversation, mais si un peu quand même. Parce que pour que vous m'écoutiez, il faut quand même que je maintienne votre attention, mais ça, ce sont d'autres techniques qui n'ont rien à voir avec l'écoute active, c'est plutôt des petites manips pédagogiques, d'orateurs, en fait. Hein, on a parlé de l'éloquence et tout ça. Poète, poète. Pourquoi il fait poète, poète? Oh, je m'intéresse. Ah tiens, je vais écouter la phrase suivante, puisqu'il a fait poète, poète. Et c'est encore des techniques. Bon, bref. Donc la reformulation, vous reformulez. Jusqu'à avoir épuisé, ça y est, la personne vous a tout dit. J'ai eu de gastro, j'ai été en colère, j'ai bien mangé en Chine, mais il existe des restaurants français aussi, des trucs, vous savez ce qu'elle aime, vous avez voilà quoi. Il va se passer plusieurs choses. La personne va avoir la sensation vraiment d'avoir pu se libérer de ce qu'elle avait à dire, de s'être vraiment exprimée. Et inconsciemment, elle va vous en être reconnaissante. Et surtout, vous saurez exactement ce qu'elle a dit, quoi. Pourquoi? Parce que vous avez été actif. Vous avez reformulé. Dans un premier temps, vous avez confirmé, à plusieurs reprises, confirmé que vous écoutiez attentivement. Dans un deuxième temps, vous avez reformulé, plusieurs fois, ce que la personne disait. À la fin de ce processus, qui a pris un peu plus de temps, pas tellement plus, mais un peu plus de temps, eh bien, vous avez parfaitement écouté la personne, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que vous vous rendrez compte que du coup, les conversations vont plus vite. Parce que quand quelqu'un n'est pas entendu, quand vous enchaînez directement en partant sur la bouffe indienne, etc., la personne revient sur son histoire parce qu'elle sent bien que c'est pas passé, en fait. Et donc vous avez deux personnes, c'est un dialogue de sourds, en fait, qui s'instaure. Ça dure 1 heure, et puis les deux partent avec la sensation de ne pas avoir été entendus, écoutés. Et effectivement, ils n'ont pas été. Dans une frustration, enfin c'est un échec, même si la conversation n'est pas une dispute, hein, c'est un échec. Alors que si vous prenez, si vous utilisez cette technique stade 1, des confirmations neutres, mais qui disent combien vous écoutez attentivement, stade 2, reformulation, déjà, ça va beaucoup plus vite en fait. Au début, on pense que ça va plus lentement, mais en fait, ça va plus vite. Il y a un stade 3. Stade 3. Le stade 3, relève de l'enquête. C'est des questions. Donc, stade 1, vous avez envoyé des confirmations. Écoute active, stade 1. Des confirmations, vous écoutiez attentivement et vous écoutez attentivement. Stade 2, des reformulations successives pour être sûr de bien avoir compris ce qu'avait dit la personne, qui vous confirme que oui, c'est ça. Parce que si vous n'êtes pas capable de reformuler ce qu'elle vous a dit quelqu'un, c'est que vous ne l'avez pas écouté. Vous avez l'impression d'avoir écouté. Mais si vous n'êtes pas capable de le redire vous-même, de le redire, vous ne l'avez pas écouté, en fait. Et vous vous rendrez compte, quand vous faites cet exercice, que des choses dont vous êtes persuadé que vous les avez écoutées, en fait, mince, c'était quoi déjà le terme que la personne a utilisé? Mais attends, est-ce qu'elle est allée en Chine ou pas? De quoi elle parlait? De où? C'est en reformulant qu'on se rend compte qu'on n'a pas écouté.
ou en tout cas qu'on a écouté, mais de façon très partielle. Et le stade 3, donc vous avez reformulé plusieurs fois. Et là, c'est ça. Au moment là, on est pour les mettre. Là, c'est du. Là, c'est les putains de grandes Jedi, c'est les psychothérapeutes, c'est les psychologues, mais pas seulement, c'est les recruteurs dans les entreprises, dans les cabinets de recrutement, les chasseurs de tête. C'est les dates sérieux, en fait. C'est c'est quand la personne s'intéresse vraiment à vous, que vous vous intéressez vraiment à la personne. Je vous conseille de faire une enquête sur la personne. Ça y est, c'est ce stade où on demande, et alors sinon, avec qui t'es sorti aussi? Tu as eu une histoire? Ah oui, t'es sorti un an avec cette personne et tu la revois? Vous voyez, c'est le moment, le moment où on va fouiller, en fait. On va fouiller. C'est-à-dire qu'on a écouté la personne, mais on a envie qu'elle en dise beaucoup plus que ce qu'elle a dit, en fait. C'est toujours l'écoute. Si ça arrive après confirmation, reformulation, et qu'on arrive au stade 3 de l'écoute active, c'est-à-dire des questions, tranquillou, quoi. À ce moment-là, ça devient très fort. Et là, vous dites à la personne, je reprends mon exemple, vous dites à la personne, bon, mais sinon, qu'est-ce que tu aimes comme autre type de cuisine? Qu'est-ce que tu préférerais et la personne doit te dire, bah écoute, en fait, ça va te paraître rigolo, mais euh, moi j'adore la cuisine africaine, j'adore le mafé, j'adore, et où, je sais pas moi, j'aime pas la junk food américaine, je sais pas pourquoi, les hamburgers, j'ai jamais accroché, je sais pas quoi. Et puis, ou alors elle va partir sur la cuisine indienne, et elle va vous dire, mais je préfère le poulet masala au poulet tikka. Poulet tikka, je trouve que c'est un peu écœurant, avec cacahuètes, puis crème, j'ai toujours envie de. Je me sens pas bien derrière. Et là, vous posez des questions. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était parti sur une conversation sur une gastro dans un restaurant chinois. Mais à la fin, au bout de. En fait, tout ça, ça va assez vite. Hein. C'est à chronométrer, allez, max 10 minutes. La personne, vous avez une vision globale de ce qu'elle aime comme type de cuisine dans le monde, en fait. De ses expériences culinaires, de ce qu'elle préfère la cuisine indienne, de ce qu'elle aime pas trop, etc., etc. Donc, en plus d'avoir écouté, vous la connaissez. Vous la connaissez. Il y a un bénéfice indirect, c'est que la personne se rend bien compte, en fait, que vous cherchez à la connaître. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut exister dans le regard de l'autre. S'il y a quelqu'un qui prend le temps de ça, mais je veux dire, même si c'est Quasimodo, vous tombez amoureux ou amoureuse. Hein. Je veux dire, c'est... merde, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Mais vraiment, je veux dire. Juste une conversation sur la bouffe, en fait. Hein. Je vous parle même pas de trucs très... Donc, ça, c'est une remarque accessoire, mais en fait essentielle. Quand on sait écouter, et je vous l'avais déjà dit un peu avant, quand je vous ai dit, vous allez avoir plein d'amis et les gens vont venir vers vous. On est aimé, en fait. Parce qu'en fait, on aime. Parce qu'on a une vraie curiosité. Mais quelquefois, on a une vraie curiosité des autres, mais on est tellement pris par la volonté de se manifester soi, on est tellement pris par l'ambition d'être aimé, qu'on ne prend pas le temps d'aimer les autres. On est tellement pris par l'ambition d'être écouté qu'on ne prend pas le temps d'écouter les autres. Et qui plus est, c'est très technique, je vous l'ai expliqué. Quand vous écoutez, il faut que vous ayez mes concepts et mes stades dans la tête. Au début, après vous le ferez naturellement, mais au début, euh, il faut l'avoir en tête. Il faut se dire, est-ce que j'offre à l'autre des confirmations, la manifestation d'une attention soutenue? Ou est-ce que je regarde mon téléphone, je regarde ailleurs, etc. etc. Est-ce qu'on est dans de bonnes conditions? Est-ce que je suis persuadé que la personne en face est un con dont je sais déjà tout ce qu'il va dire, ou est-ce que j'ai suspendu mon jugement et je prends mon temps? Voilà. Est-ce que j'ai bien reformulé? Et puis ensuite, est-ce que j'ai posé des questions? Et je vais vous dire une chose. Une fois que vous avez fait tout ça, quand c'est à votre tour de parler, disons que quand vous voulez vous exprimer, à moins de tomber sur un gros blaireau, en face, la personne vous aime déjà. En face, la personne,
vous l'avez délivrée, en fait, d'elle-même. Elle a vraiment pu dire ce qu'elle avait à dire. Elle se sent bien. Elle va vous écouter tranquillement. Tranquillement. Vous allez avoir un boulevard. Elle ne va pas vous interrompre. Elle ne va pas être là. Elle va... Et elle va sans doute réciproquer. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais je l'invente. Elle va réciproquer ce que vous avez fait. Elle va vous demander, ah bon, etc. Sauf les gens qui sont... Sauf si elle est vraiment pas initiée et qu'elle est très maladroite dans sa façon d'écouter et de converser. Parce c'est un art, la conversation. Qui consiste en 2 arts. L'art de parler et l'art d'écouter. Si je vous enseigne que la moitié, en fait. L'art de parler, vous ne faites pas de faute d'orthographe, on se tient comme si, on regarde sur les... Je fais la moitié du boulot. Hein. Donc là, c'est l'autre moitié, en fait. Et j'ai envie de dire c'est la plus importante parce que personne d'autre vous l'apprendra. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire, hein, vous n'êtes pas prêt de le réentendre. Hein. Vous l'avez jamais entendu, d'ailleurs. Donc, alors, la suite, alors attendez... Bleu. Alors, c'était pas ça. Alors, voilà. Il y a une chose importante, et heureusement, parce que sinon j'allais oublier de le dire, c'est que quand quelqu'un vous parle, il transmet 2 choses. 2 ordres. Il faut écouter 2 choses différentes. Il faut écouter, bien sûr, les informations que la personne transmet. Je vous ai dit comment faire pour les 3 stades de l'écoute active. Je manifeste que je t'écoute attentivement. Je reformule plusieurs fois jusqu'à être certain qu'on soit tous les 2 d'accord sur ce que tu as dit et que tu aies pu préciser. Je te pose des questions en plus, bonus, cadeau. Enfin, vraiment, j'ai bien tout écouté, j'ai bien chassé les zones d'ombre. Mais la personne transmet aussi un état émotionnel, des émotions. Des émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là ? Vous avez des gens, parce que tout ne se passe pas nécessairement, vous voyez, il y a des discussions où la personne en face est émue, où la personne est en colère, où la personne est triste. Elle vous dit des choses et puis vous n'allez pas répondre ou vous n'allez pas écouter en écoutant juste que, je sais pas, la personne vous dit ma grand-mère est morte, c'est elle qui m'a élevé, elle est morte la semaine dernière, je suis allé à son enterrement, ça fait 3 jours que je dors pas et je pleure tout le temps, ah, elle me faisait des tartes aux myrtilles, etc. et tout ça. Si vous rebondissez sur elle te faisait des tartes aux myrtilles à quelle fréquence ? Elle te faisait des tartes aux myrtilles tous les week-ends ou seulement pour ton anniversaire ? Elle mettait 300 grammes ou 400 grammes de myrtilles dans la tarte aux myrtilles. Elle avait quel âge, ta grand-mère ? Quel était son prénom ? Tout ça, c'est bien. Enfin, je veux dire, vous intéressez la personne. Mais vous avez quelqu'un dont des larmes coulent sur les joues, qui vous dit qu'il ne dort pas depuis 3 jours parce qu'il a été atteint par un deuil, et vous lui demandez à quelle fréquence sa grand-mère lui faisait des tartes aux myrtilles qui font pleurer cette personne. Vous passez à côté de quelque chose, non ? Vous ne croyez pas ? Vous passez à côté de quelque chose qui est que toutes ces émotions. Et comme pour les informations, écoutez-moi bien, comme pour les informations, en écoute active, vous allez commencer par confirmer à l'autre que vous l'écoutez attentivement, que vous écoutez attentivement ses émotions. Que vous écoutez attentivement ses émotions. Donc, comment ça se passe ? Quand c'est juste de l'info, vous faites d'accord, vous regardez dans les yeux. Quand quelqu'un pleure ou quand quelqu'un est en colère, c'est différent. Vous produisez des petits gestes, vous produisez des regards différents.
des regards, vous voyez, un regard de compassion dans votre façon de regarder la personne, c'est pas vous la regardez intensément ou vous la regardez avec les yeux un peu tristes pour elle, pour qu'elle voit que vous marquez une compassion. Peut-être que vous allez mettre la main sur l'épaule parce que la personne se retient de pleurer. Alors vous mettez juste la main sur l'épaule, vous ne l'interrompez pas, elle continue de parler, vous mettez juste 2 secondes la main sur l'épaule pour lui dire je suis là. Vous voyez. Donc là, vous avez le premier stade, le stade de la confirmation de l'écoute, mais le stade de la confirmation de l'écoute des émotions, qui passe toujours. Et là, on n'est plus dans une sorte de neutralité, on est dans une compassion, en fait. Évidemment, si la personne est triste, si la personne est en colère, il ne s'agit pas de se mettre en colère en face d'elle. Au contraire, si la personne est en colère, on va être très calme. On va être très calme. Le deuxième stade, c'est la reformulation. Qu'est-ce que vous allez reformuler? Vous n'allez pas reformuler l'information, là, dans un cas comme celui-ci. Vous n'allez pas reformuler... Ah, donc tu as bien dit que ta grand-mère était morte, pas ton grand-père, mais ta grand-mère, et qu'elle avait été enterrée, et qu'elle faisait des tartes aux méfris. C'est bien ce que tu as dit? Personne ne va vous regarder. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, ouais, connard. Elle va être en colère, en fait. Parce que c'est pas ça qui était important. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut reformuler dans une situation comme celle-ci? En fait, il vous faut pas reformuler, mais formuler pour la première fois en mots. Mais en fait, c'est toujours cette histoire de miroir, l'émotion de la personne. Et lui dire, écoute, je vois à quel point tu es triste. Je me rends compte à quel point tu es ému, en fait. Ou alors, vous dites à la personne en colère, écoute, je vois que cette situation, ce qui est arrivé, te met dans une colère incroyable. Une très très grande colère. Même si elle est contre vous. Hein. Et là, vous allez dire, mais monsieur, ça sert à rien, quelqu'un qui nous engueule, ça sert à rien de lui dire qu'il est très en colère. Je sais pas comment vous dire. J'ai 47 ans, faut m'écouter, en fait. Je suis là depuis beaucoup plus longtemps que vous. Ça fait plus que servir. C'est-à-dire qu'une fois, quand vous dites à quelqu'un qui est en colère, quand vous lui décrivez sa colère, pas de manière insultante, hein, mais quand vous dites, je vois que tu es vraiment extrêmement en colère, extrêmement, je vois que tu m'en veux énormément. Tout de suite, la colère tombe en face. Tout de suite. Parce que vous validez. La personne est en colère. Pourquoi? Vous vous intimidez, parce qu'elle veut transmettre le message. Tu m'as mis dans cet état. Une fois que vous lui dites avec des mots calmement, je vois que tu m'en veux énormément et que tu es très en colère. C'est bon, le message est passé. Du coup, l'animal en elle se calme. Et là, on va pouvoir commencer à parler, en fait. Parce que là, peut-être que vous allez pouvoir expliquer à la personne qu'elle a eu tort de penser que... Ou pas, et puis vous vous battrez, mais... Donc le deuxième stade de l'écoute active des émotions, dans des situations où il y a beaucoup d'émotions, c'est de valider, d'expliciter, de formuler devant la personne, mais en fait de reformuler son émotion en constat, en fait. Montrer, regarde, je t'écoute, j'écoute tes émotions et je te dis ce que tu ressens. Et là aussi, vous allez avoir affaire à des précisions. La personne va vous dire, par exemple, vous allez dire, oui, je vois que tu es très en colère. Et la personne va te dire, non, je ne suis pas en colère. Je suis très contrarié, mais je ne suis pas en colère. Vous savez très bien qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un qui est en colère, calme-toi. Quelqu'un qui vous dit, je ne suis pas en colère, c'est une mauvaise idée de lui dire, si, tu es en colère. Vous savez très bien que ça va monter dans les tours, là. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à la calmer, la personne. Vous dites, ah d'accord, mais comme tu cries beaucoup et comme tu es très agité, j'ai cru que tu étais en colère. Mais si tu me dis que tu es seulement contrarié, je l'entends, mais ça m'impressionne un peu, en fait. Et la personne va se calmer. Enfin, va retenir sa manifestation de colère, parce qu'elle était en colère, on est d'accord, la personne était en colère. Et elle va passer, comme elle a déclaré qu'en fait, elle n'était pas en colère, elle était juste contrariée, elle va se caler sur ce qu'elle a dit. Puis une fois qu'elle est contrariée, vous allez lui dire, écoute, donc je vois que tu es très très contrarié, il faut qu'on en parle parce que c'est sans doute un malentendu. Et pouf, la personne va redescendre encore d'un cran. Et vous faites redescendre en 1 minute de montre, d'une colère assez vive, quelqu'un a une déclaration de contrariété sur laquelle elle se cale, puis une discussion, un accord pour une discussion.
en fait, sur ce qui s'est passé. Si vous ne savez pas faire ça, il peut vous arriver des choses terribles dans la rue, en fait, avec des connards. Parce que vous dites ce qu'il ne faut pas, ils montent dans les tours et ils vous tabassent, en fait. Donc, accessoirement, ça peut vous éviter l'hôpital, en fait, de savoir écouter et de connaître les techniques de l'écoute active. Donc, voilà, la reformulation. Et après, pareil, ce sont les questions. Quelqu'un a perdu un proche, il pleure devant vous. Vous faites des confirmations de compassion silencieuses. Premier stade de l'écoute active, des émotions. Vous reformulez ces émotions. Deuxième stade, je vois que tu es triste, tu es vraiment très très triste et très affecté. Ça devait être quelqu'un vraiment... c'est vraiment ta grand-mère était très... Visiblement, tu l'aimais énormément. Et personne ne va vous dire oui, oui, oui. Troisième stade, les questions. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous posez des questions. Vous faites parler la personne. Et vous lui dites, mais pas pour qu'elle blablate, parce que vraiment, vous dites, mais quand est-ce qu'elle te gardait? Elle t'a gardé longtemps? Personne, oui, mais mon père travaillait, ma mère était malade, alors elle m'a gardé pendant 4 ans, de tel âge à tel âge. Et puis vous lui dites, et pourquoi tu l'aimes tellement? Etc. Et puis vous lui posez des questions sur l'enterrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait tes frères et sœurs? Oui, mais mon frère n'a pas pu venir, etc. Et ça t'a fait de la peine? Tu l'as eu au téléphone? Oui. Et gna 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 gna. Et comment a réagi ta mère? Ah, elle est aussi extrêmement affectée parce que c'était sa mère. Et hier soir, on en a parlé, on a pleuré tous les deux ou toutes les deux, etc. Et tout. Et donc, vous posez des questions parce que la personne ne vous avait pas parlé de tout ça, du déroulement émotionnel de l'enterrement. C'est pas l'événementiel qui est intéressant là. Vous vous renseignez sur toutes les émotions qu'elle a ressenties depuis une semaine en fait. Et est-ce que tu as pu te recueillir sur sa tombe? Et est-ce que tu crois en Dieu? Ou est-ce que tu n'y crois pas? Et la personne va dire, bah, j'y croyais pas, mais je me dis que peut-être, en tout cas ma grand-mère, elle y croyait, elle. Donc je me dis que je devrais peut-être y croire un petit peu, puisqu'elle est morte et elle y croyait. Voilà. Vous êtes dans des questions et la personne vous parle de choses et d'émotions dont elle ne vous avait pas parlé dans un... Vous comprenez bien que quand vous avez fait ces 3 stades d'écoute des émotions de l'autre, vous êtes... Voilà, je reprends toujours l'exemple d'Obi-Wan Kenobi, mais vous êtes le Obi-Wan Kenobi de l'écoute. Vous voyez bien qu'on est très très loin de ce que je vous dis, de votre idée de l'écoute avant secours. Écouter, c'est se taire et puis écouter, quoi. Ben non. Non, non, c'est les 3 stades. Confirmation, reformulation, question. Et surtout, tout ceci sans à aucun moment qu'il y ait la moindre urgence, vous, de parler, de vous exprimer, de dire la solution, de montrer à l'autre qu'il a tort, son nez dans sa merde, etc. Ouais. Quand vous avez fait ça à l'autre, une sorte de massage magnifique, de bain chaud avec de la mousse, mais l'autre, il est tout à fait disposé à vous écouter. Vous êtes devenu un de ses proches. Si vous avez une discussion comme ça, avec quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un et tout, mais c'est le moyen de rencontrer vraiment quelqu'un. De rencontrer vraiment quelqu'un. Et après, d'ailleurs, vous pouvez expliquer à la personne que vous aussi, vous avez perdu votre grand-mère à l'époque, et que vous avez été triste pendant plusieurs mois, mais que maintenant, vous avez une photo d'elle. Il dit, tu sais, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir une photo. Voilà, dans ma chambre, j'ai une photo, ou alors sur mon téléphone, et de temps en temps, je regarde. Ça me fait du bien, quoi, penser à elle, de temps en temps. Et la personne va écouter ça avec avidité, parce qu'elle se dit, elle est encore dans le chagrin, elle se dit, ah, c'est ça alors d'avoir perdu sa grand-mère il y a 1 ou 2 ans, c'est ça qui peut-être qui va mal. Ah, c'est une bonne idée cette histoire de photo, je vais demander à ma mère une photo. Je vais prendre en photo avec des téléphones des photos, là, argentiques de ma grand-mère, comme ça, c'est une bonne idée d'en avoir, sinon ça va partir dans un carton, j'en aurai pas. Là, vous l'aidez vraiment, enfin, je veux dire, vous voyez le niveau de la qualité, la qualité de la rencontre, en fait, qui a dépendu intégralement de la qualité de votre écoute, mais ça va au-delà de l'écoute. Enfin, en tout cas, la nature de votre écoute, elle a été active, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle l'écoute active. Donc,
sur cette question de l'écoute émotionnelle, qui est essentielle, essentielle, même dans l'entreprise, il y a toujours des états émotionnels. Hein. Quand vous avez un collègue qui est dans un état de frustration ou de colère parce qu'il s'est disputé avec, etc., si vous partiez en vrille avec la personne, c'est bon, quoi. C'est toute l'entreprise qui part en queue de cerise. Il vaut mieux être la personne dont tout le monde sait qu'elle gère ses émotions, elle gère même les émotions des autres. Parce que un chef de projet ou un leader, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de gérer les délires émotionnels d'une équipe. Les gossips, les prises de tête, les histoires de cul parallèles entre personnes mariées, etc. Voilà. Donc, soit vous êtes capable de gérer tout ça avec la technique que je vous dis, que je vous donne, et vous êtes le roc, la référence de la raison, en fait, on se calme, soit vous partez en vrille avec tout le monde et c'est pas vous qui serez le chef, en fait. Il faut gérer, là, toute cette bande tous ces animaux émotionnels, en fait. C'est pas seulement d'infos de gérer une carrière, hein, c'est gérer des psychologies, en fait, et des émotions, les siennes propres en premier. Et donc, si vous voulez m'en croire, tout ce que je viens de vous décrire est très difficile à mettre en œuvre. Il faut beaucoup d'entraînement. Vous avez les 3 étapes. Dans un cadre informationnel, dans un cadre émotionnel. Bon, les deux, c'est en même temps. Hein. Et il faut vous entraîner. Entraînez-vous à l'écouter activement, à pratiquer l'écoute active. Lâchez sur le fait d'exprimer vos idées. Ah, j'ai une autre chose très importante à vous dire. Une des grandes résistances à l'écoute active, c'est le fait qu'on n'est pas d'accord. Comment faire? Donc vous avez suspendu votre jugement. Vous ne savez pas ce que l'autre va dire. Vous partez du principe que vous ne savez pas. Vous êtes patient. Vous dites, je le crucifierai dans 1 heure. Pas besoin de me presser. Mais, au fur et à mesure que l'autre parle, il dit des choses qui vous contrarient énormément. Mettons que c'est une discussion politique ou une discussion sur un projet de robotique, je sais pas quoi. Ça vous donne envie, mais d'étrangler des chatons. Mais je veux dire toute la portée, quoi. Comment on fait pour ne pas interrompre, pour ne pas péter les plombs en face de l'autre, en fait? C'est vrai, ça. C'est un truc... Eh bien, pour ne pas péter les plombs, il faut comprendre ce que je vais vous dire là et qui est essentiel. Ce n'est pas parce qu'on écoute quelqu'un que l'on est d'accord avec lui. Ça, vous allez le noter au feutre sur le mur de votre chambre. Feutre indélébile. Si vos parents vous engueulent, vous leur filez mon numéro. Ce n'est pas parce que l'on écoute quelqu'un que l'on est d'accord avec lui. Tout con, en fait. Vous parlez à un enquêteur, un policier. Son but, c'est de faire parler le suspect. Et puis à un moment, il a réussi, et vous avez le tueur en série là, qui commence à raconter quoi, comment il a tué 9 joggeuses. Quoi. Mais avec les détails. Quoi. Des trucs insoutenables à écouter. Je veux dire, pour quelqu'un qui est normal, un être humain normal. Il raconte. Vous croyez que l'inspecteur de police en face, il va faire des mimiques dégoûtées ou de réprobation qui risqueraient d'interrompre les aveux? Vous pensez que l'inspecteur en face, il va interrompre l'autre en lui disant « Mais c'est horrible ce que tu dis, tueur en série. C'est monstrueux. Là, quand tu racontes, tu lui coupes les oreilles alors qu'elle est vivante, tu lui crèves les yeux. Et puis, mais c'est... » Vous croyez qu'il va faire ça? Mais non, il va pas faire ça. Mais il va regarder l'autre, il va lui donner des confirmations d'écoute très attentives, et même faire des trucs de compassion. Oui, je comprends, ça devait être intéressant. Ah oui, d'accord, couper chaque doigt, tous les quarts d'heure. Intéressant.
Est-ce qu'à l'intérieur, il va se dire, oh, mais je passe un moment formidable? Non, 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 non. Mais il va quand même écouter et fermer sa gueule, en fait, et faire en sorte que l'autre continue de parler. Donc c'est pas parce qu'on écoute pendant 1 heure qu'on est d'accord ou qu'on aime ce qu'on écoute. Mais on l'écoute jusqu'au bout, parce on veut tout savoir, en fait. Vous comprenez? C'est la même chose. Vous parlez avec quelqu'un politiquement, qui vous sort des choses qui vous choquent à un point. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Tout le monde est offensé par tout en ce moment. Donc, ça peut être... Là, on atteint un niveau d'intolérance qui est hallucinant, quoi. Mais, c'est pas nécessairement, vous n'avez pas nécessairement un nazi. Hein. Je veux dire, la connerie, elle prend plusieurs formes. Des choses hallucinantes de conneries, en fait. Sous quelquefois des dehors de très grande gentillesse, avec plein de bonnes intentions. Et vous avez envie de dire à la personne, mais tu te rends compte que si on fait ce que tu dis, mais ça va être la guerre civile. Pour vous, c'est une évidence. Mais la personne, elle est là, avec des étoiles dans les yeux. Et vous, c'est une vraie torture d'écouter ça. D'abord, vous vous dites, je la crucifierai plus tard. Mais surtout, vous vous dites, s'il y a quelqu'un d'autre qui regarde, etc. Ben, c'est pas parce que je me tais que je suis d'accord. La personne, d'ailleurs, l'apprendra dans une demi-heure, 1 heure. C'est pas parce que je fais des signes de la tête qui disent je t'écoute très attentivement que ça veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors évidemment, il faut faire gaffe. Hein. Les signes de la tête, ça peut se tromper, on peut se tromper. Mais si on part dans une discussion en disant je suis pas d'accord avec toi et qu'on écoute l'autre attentivement, de temps en temps, on peut dire, on peut rajouter pour se faire du bien. Je suis pas d'accord, mais je t'expliquerai pourquoi plus tard. Vous-même, vous vous interrompez vous-même. Vous interrompez la personne pour dire je ne suis pas d'accord, et immédiatement vous dites mais continue. Je t'expliquerai après pourquoi. D'ailleurs, la personne commence un peu à se dire ouh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus. Donc ça, c'est très très important. Ce n'est pas parce que vous écoutez quelqu'un que vous êtes d'accord avec lui. Il faut que vous en soyez bien convaincu. Éventuellement, vous le précisez assez régulièrement, 2-3 fois pendant que vous écoutez, si ça peut vous rassurer. Et puis si ça peut mettre les points sur les i sur des gens, des tierces personnes qui écoutent. D'accord? Une fois que vous êtes persuadé de ça, que vous le savez, et que vous l'avez fait connaître, vous avez fait savoir aux autres que, attention, derrière, vous arrivez avec vos idées qui ne sont pas les mêmes. Mais vas-y, continue, je t'écoute, vraiment, attentivement. Je te laisse pas parler, je t'écoute, je t'écoute. Et bien vous pouvez écouter longtemps. Voilà. Sans compter, j'ai envie de rajouter que, comme on a parlé de Schopenhauer pendant 6 heures, vous comprenez bien que mieux vous écoutez la personne, le plus longtemps possible, le mieux possible, en faisant reformuler, etc. Plus, si vous n'êtes pas d'accord, et que vous avez raison ou pas, parce que Schopenhauer nous a appris à... Mais bon, là, on n'est pas dans un cas de Schopenhauer, mais bon, plus vous serez en mesure de massacrer cette personne derrière. Parce qu'elle va vous donner toutes ces idées, les recoins, tout. Elle va vous donner des armes pour la découper. C'est la personne qui vous donne une dizaine de couteaux japonais, vous savez, 30 cm. Elle vous donne des couteaux avec lesquels vous allez la fumer derrière. En fait. Donc laissez-la. Elle vous rajoute. Toutes les 3 minutes, elle vous rajoute des arguments avec lesquels vous allez... Mais vraiment, la massacrer. Laissez-la parler. Laissez-la voler. Sinon, c'est... Vous voyez? Je veux dire, sinon, c'est pas... C'est contre-productif. Ce que j'aimerais, si vous avez écouté, pour ceux qui ont écouté ce cours, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce que j'ai dit, mais je pense pas que ça soit la majorité. Hein. C'est que vous disiez, là, oh merde, je sais pas du tout, je savais pas tout ça, que ça existait, tout ça. Waouh! Et je pense que vous réaliserez à quel point c'est loin de vos pratiques d'écoute, en fait, et de conversation. Vous allez vous dire, mais personne ne fait ça. Mais ouais, bande de patates. Moi-même, je suis une patate. Hein. Patate, c'est affectueux chez moi. Personne ne fait ça. Hein, vous connaissez beaucoup de milliardaires, non? Ils sont rares. Ouais, c'est pareil. Hein. Vous connaissez beaucoup de gens qui parlent très très bien. Ben non, c'est pas la majorité.
Eh ben, des gens qui écoutent très très bien, bah non, c'est pas la majorité, évidemment. Tout ce que fait tout le monde, c'est le Pékin, quoi. Alors c'est quoi votre ambition, d'être comme tout le monde ou de, voilà, je sais pas. Après c'est vous qui voyez, hein. Mais donc voilà, je veux dire, vous pouvez vous entraîner sur vos parents, sur vos frères et sœurs, sur vos amis, là, ce que je vous ai dit. Tout de suite, juste derrière ce cours. Vous allez voir vos parents si vous êtes encore confinés. Et vous les lancez sur un sujet et vous les écoutez avec les 3 stades. Ils vont halluciner. Halluciner, en fait. Euh, voilà. Et une fois que vous les avez bien écoutés, qu'ils sont heureux, qu'ils vous aiment, vous leur tapez 50 euros. Vous dites, au fait, tu sais, je voulais. Est-ce que tu pourrais me donner 50 euros? Du coq à l'âne. Je vous garantis, ils vont vous les donner tellement vous les aurez mis dans un état de libération, d'exaltation. Et là, vous dites le prof délire. Non, non. Écoutez, c'est un moyen de manipulation immense, énorme, énorme. Comme parler, mais le contraire en fait. En creux, en creux. Écoutez, c'est de l'aïkido, parler c'est du karaté. Donc, le français ça veut rien dire, je vous l'ai déjà dit, comme nom de matière, ça veut rien dire. Il y a une seule chose, il y a la langue. Et la langue, elle sert à quoi? Elle sert à produire des idées et puis à communiquer, en fait. Donc, si vous voulez tout déchirer, faut pas seulement augmenter son vocabulaire, et éviter de faire des fautes d'orthographe, savoir faire un plan comme je vous ai appris avec les connecteurs logiques, etc. Pas seulement. Il faut apprendre à écouter et on ne vous l'a jamais appris. C'est que le début là. C'est comme si vous ne saviez pas faire de vélo. Je viens de vous mettre sur un petit vélo avec 2 grosses petits trous. D'accord? Vous en êtes là en fait, hein. C'est tout. Et vous n'arrivez même pas à le faire avancer parce que vous ne trouvez pas les pédales. C'est à ce stade-là que vous êtes là après les 2 heures. Donc je ne sais pas si vous voyez, on est très loin de faire du cross dans la forêt ou le Tour de France, hein, sans les petits trous. On est très loin là. C'est normal. Trouvez les pédales là, du petit vélo que je vous ai offert. Déjà avancez sur le petit vélo avec les roulettes. Faites des petits tours et tout dans l'appart. Puis l'année prochaine, on enlève les petites roulettes. Ça vous dit comme programme? Hein? Je parlais d'une notification. Là, j'en ai reçu une. Bon, si ça vous dit comme programme, si vous me faites un peu confiance, avec moi, vous apprendrez ce que les élèves des autres écoles d'ingénieurs n'apprennent pas. Et vous allez les massacrer. Parce que c'est bien sympa d'écouter, de dire « Oh, je vois que tu as souffert ». On est des warriors, on n'est pas des warriors. Hein? C'est l'ISEP quand même. La pointe de la pyramide. Hein? La pointe dorée. C'est que les Égyptiens doraient à leur fin la pointe des pyramides. Bon, c'est parti. Ah oui, dans l'Antiquité, c'était les statues grecques. Elles étaient colorées, hein, toutes. Hein. Elles n'étaient pas blanches. Hein. C'était une statue inachevée quand elle était blanche. Tout ce que vous voyez dans les musées, pour un grec, c'est une statue inachevée. Elles étaient peintes. Les tuniques, elles étaient peintes avec des couleurs de rouge, de bleu, etc. Et la peau était recouverte d'or, elle était recouverte de métaux précieux ou peintes, de façon réaliste. Du coup, vous baladiez en grec et vous voyez, il y avait une statue
une statue peinte, en fait. Ils essayaient de faire des vrais gens, du mieux possible, en fait, mais en statue. Et nous, on les a retrouvés, la peinture est partie, mais les archéologues l'ont retrouvé dans les pores de la pierre. C'est comme Notre-Dame de Paris, c'était entièrement peint, hein, toute la façade. Je veux dire, là, il n'y a plus que les rosaces avec des couleurs. Mais tout est peint, c'était une polychromie incroyable. Donc, je veux dire, c'était kitsch. On dirait kitsch, maintenant. Mais, pourquoi je parlais de ça? Je sais pas. Oh, mais c'est intéressant. Oui, non, la pointe de la pyramide, dorée. Donc voilà, voilà. Je suis en train de vous dorer à leur fin, c'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est ça. Allez, c'est une bonne fin, ça. Voilà, c'est une bonne fin pour le cours.